Russie. Dmitri Skourourine est entrepreneur et père de famille. Pour le régime russe, c'est un agent étranger. Il a purgé une peine de 18 mois de prison pour avoir ouvertement critiqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous m'avez tellement manqué. Je t'avais même pas reconnu. C'est le prix à payer pour ma liberté d'expression. Je me suis battu pour l'avoir. Ils sont des milliers à jeter l'éponge, se mettre en retrait ou choisir l'exil. Mais une poignée d'entre eux restent et continuent à réagir. D'où leur vient ce courage. Des roses à 350 roubles? Je peux voir? Allez-y. Vous n'en auriez pas des moins ouvertes? J'en prendrais 5 comme ça. Dans l'oblast de Leningrad, Dmitri se rend dans 2 petits magasins qui lui appartenaient encore récemment. Bonjour Liuba. Il me faudrait quelques harengs. Je te prépare ça. Dans ce bâtiment, en 2005, j'ai ouvert le premier libre-service de notre village. 20 ans plus tard, après d'innombrables descentes des autorités, il a dû mettre ses 2 points de vente en location. La propagande de guerre était devenue incompatible avec ses prises de position. On arrive au magasin avec le slogan sur le toit. Dans sa région, il est le seul à s'exprimer sur ce qu'il pense de la guerre. Au printemps 2022, j'ai tagué ici pour la première fois les noms des villes ukrainiennes que Moscou disait avoir libérées. En fait, je me suis mis à la place de la personne qui va lire et relire les noms de villes martyrs en Ukraine comme Boutcha, Dnipro ou Mariupol, en attendant son bus. Elle y repensera forcément une fois dedans. Même chose quand elle reprendra le bus dans le sens inverse. Elle va se repasser la liste et y réfléchir. J'ai inscrit la dernière ville peu de temps avant l'anniversaire de l'invasion. Et là, ils m'ont mis en prison. Voici la photo qui a justifié sa condamnation. Mon plus grand regret, c'est tout ce temps que j'aurais dû passer à m'occuper de moi et de ma famille. Ça aurait été tellement plus simple pour elle comme pour moi qu'on reste ensemble. J'ai exercé mon droit à la liberté d'expression et je l'ai payé cher. Comparé à des centaines d'autres prisonniers politiques en Russie, Dmitri peut s'estimer chanceux. Sa famille pouvait lui rendre visite régulièrement, et sa petite ville de Rousko-Vysotskoye n'est qu'à une demi-heure de route de la colonie pénitentiaire où il était détenu, près de Saint-Pétersbourg. J'ai vécu ici toute ma vie. On est 5500 habitants. On aime cet endroit comme on aime sa mère. C'est la terre où on voit le jour. Un beau pays avec des gens bien. En tant qu'ancienne personnalité politique locale, il est convaincu que beaucoup de ses concitoyens pensent comme lui, sans le dire. Mais est-ce bien vrai? Devant l'une des anciennes boutiques de Dmitri, les langues se délient. À quoi ça nous sert d'avoir ça? À rien? Je vois pas l'intérêt. C'est bien fait pour lui si on l'a mis en prison. C'était pas pour assez longtemps. Les gens comme lui, faudrait les mettre dehors.
Dmitri est soutenu par sa famille. Voilà pour toi. Merci, elles sont magnifiques. Et pour toi, des harengs et des carottes à la coréenne. Allez, file. Les Skourourine ont 5 enfants, dont 3 ont quitté la maison. La famille est solidaire des idées de Dmitri, mais elle espère de tout cœur qu'1 an et demi de séparation forcée lui aura servi de leçon et qu'il va enfin arrêter la politique. C'est peut-être une coïncidence, mais le président Poutine a exprimé le fond de sa pensée à bord du sous-marin nucléaire stratégique Arkhangelsk. C'est de là que Poutine s'est prononcé en faveur de la paix. Lui aussi, il est pour la paix. Allez, va, à table. Ça fait 25 ans qu'on nous resserre le même discours. Ça va comme ça, Dim. Oui, on change de sujet. C'est bon, j'arrête. On a carrément peur. Parce que des fois, ça le prend et il dit « Il faut faire quelque chose, il faut réagir. » Et nous, on est là à le supplier de rester tranquille. Mais rien à faire. Le jour d'après, il y retourne. En effet, dès le lendemain, il récidive. Ça rend super bien. Ça pourrait même passer inaperçu. Je me demande combien de temps je vais réussir à rouler avec ça. À 800 km de là, la militante Sofia Ivanova teste les limites de la liberté d'expression russe. La formatrice a fondé une école des droits humains dans la ville de Ryazan. Elle y explique comment fonctionne une démocratie. La première étape, c'est la lecture du projet de loi qui permet aux députés de se familiariser avec le texte. Ensuite, il est soumis aux différents groupes parlementaires. En théorie, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et c'est pas la peine de me regarder avec ses grands yeux. Dans notre pays, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, mais une fusion des pouvoirs législatifs et exécutifs. Quant au pouvoir judiciaire, il n'y en a pas. Aucune voix ne peut s'élever pour dire aux puissants « Mais c'est quoi ça ?» Vos portables sont éteints ? Sofia a fondé son école dans les années 1990 avec l'aide de défenseurs européens des droits civiques. Aujourd'hui, seules des réunions clandestines avec une poignée d'autres dissidents sont envisageables. La rémunération de la formatrice se fait uniquement grâce à leurs dons. C'est comme se battre contre l'isolement, pour ce qui est des idées. Et on se sent parfois très seul. Il y en a parmi nous qui sont soutenus par leur famille, d'autres que l'entourage regarde de travers, et même dénoncent à la police. L'adresse des cours est gardée secrète. Sofia et les participants à ces formations sont ciblés par des nationalistes. On nous a lancé un cocktail Molotov sur la fenêtre d'une salle où on travaillait. Il est aussi arrivé qu'on nous annonce la fermeture des locaux qui nous hébergeaient du jour au lendemain. 2 heures après, la classe est finie. Ryazan est une ville de garnison pour les troupes militaires russes. La cité de 500 000 habitants abrite 4 écoles militaires ainsi qu'une unité de parachutistes d'élite. L'école de commandement des troupes aéroportées accueille les citoyens à sa journée portes ouvertes.
Réservons un accueil chaleureux à nos jeunes amis, nos futurs candidats. Avant, c'étaient les parachutistes qui assuraient le spectacle. Aujourd'hui, les titulaires sont sur le front, ils se battent en Ukraine. Des enfants les remplacent. À l'échelle de la Russie, Ryazan n'est pas une grande ville. La dissidente a formé des adolescents au journalisme dans ce centre de jeunesse à l'époque de la glasnost. Elle a aussi rempli des missions d'observatrice indépendante lors d'élections. Seulement voilà, maintenant on l'évite même dans la rue. Je m'entends dire des phrases comme « Sofia Ivanova, on vous serait reconnaissant de ne pas assister à notre événement » ou « On peut se parler et se saluer une fois de temps en temps, mais après, chacun sa route ». Peu avant la guerre, le ministère de la Justice l'a déclarée agent étranger. Sofia a été l'une des premières personnes du pays à être ainsi étiquetée. Un statut dont les autorités abusent depuis 5 ans pour pointer du doigt non seulement les ONG, mais aussi les activistes individuels qu'ils considèrent comme des ennemis de l'État. Un immeuble en préfabriqué à la périphérie de Ryazan. C'est ici que Sofia a appris il y a 4 ans qu'elle était désormais agent étranger. Les autorités ont utilisé un stratagème classique. Une somme d'environ 6 € lui a été créditée à partir d'un compte étranger. Il y avait 500 roubles qu'un mystérieux citoyen tadjik avait virés sur mon compte. On a bien sûr porté l'affaire devant les tribunaux pour démontrer qu'il s'agissait d'un piège, mais on a été déboutés. En tant que retraitée, Sofia touche un peu moins de 300 € par mois. Des cours particuliers lui assurent de modestes revenus complémentaires. Elle a perdu son mari, Alexander Bechtold, il y a 1 mois, avant le durcissement de la loi sur les agents étrangers. Il défendait comme elle les droits fondamentaux. Il m'est aujourd'hui formellement interdit d'avoir des activités pédagogiques et éducatives. Je ne sais pas encore quelle retombée cette décision va avoir sur notre travail à l'École des droits humains. Et ça m'inquiète. Pour tout vous dire, je ne sais absolument pas comment gérer. Ce que Sofia sait en revanche, c'est qu'elle est obligée de mentionner son statut dans toutes ses déclarations publiques. Même si j'écris sur la météo, la nature, mes voyages ou mon chat, Moussia, je suis obligée de l'indiquer sur toutes mes publications. Le présent matériel, entre parenthèses, ou ces informations, a été diffusé par l'agent étranger Ivanova Sofia Yurievna. Venez par là, mes belles. Vous êtes toutes mes belles. Alors que la guerre entre dans sa 4e année, le statut d'agent étranger atteint même des agriculteurs des provinces les plus reculées. Yelena Agafonova vit dans la région de Toula. Elle est très fière d'avoir été la première éleveuse de vaches promue au rang d'agent étranger. On m'a transmis l'info. C'était un lien vers un message sur un portail d'information. Regarde, m'a écrit quelqu'un. 1 semaine plus tôt, j'étais tombée par hasard sur le terme d'agent étranger. Sinon, j'aurais même pas su ce que c'était. La ferme de Yelena se trouve en bordure de Partizan, une ville à 3 heures de route de Moscou. L'exploitation est de belle taille.
Yelena a 10 vaches et vit en autarcie. Un vrai petit coin de paradis typiquement russe. Mais la réalité est venue troubler cette paisible idylle le jour où l'un des fils de Yelena a dû être enrôlé dans l'armée. Depuis, Yelena se bat dans toute la région pour empêcher que ses compatriotes ne soient envoyés au front. Pendant la mobilisation, mon téléphone portable n'arrêtait pas de sonner. On avait rassemblé des tonnes d'informations et réussi à convaincre les gens que la mobilisation était illégale, que nous devrions remettre en question l'autorité de ceux qui réquisitionnaient nos hommes. Si bien que tous ceux qui n'ont pas voulu aller à la guerre sont restés ici. Son quotidien est complètement différent de celui des opposants à la guerre célèbres dans les métropoles. Alors que les ennemis de l'État comme les écrivains, les chanteurs ou les acteurs sont poussés à l'exil, privés de leur cachet et se voient interdire les transactions immobilières, Yelena, elle, se construit une nouvelle maison près de Partizan. Et semble réussir à échapper aux sanctions du système. Je maîtrise à peu près tous les outils ici. J'ai appris à me servir d'une scie sauteuse, d'une scie circulaire et d'un tournevis. Mon mari n'aurait pas pu en faire autant. Moi, si. Le chantier avance. Yelena a 5 enfants et elle vient de quitter son mari qui voyait d'un mauvais œil son engagement politique. Ils ne partageaient pas les mêmes vues sur la guerre. Mon mari voulait me dénoncer, mais il n'a pas osé envoyer sa lettre. Je l'ai encadré pour ne pas oublier. Sinon, moi, j'oublie ce qu'on m'a fait. Dans le village voisin, nous rendons visite à Alexander Agafonov, le mari en question. Il justifie son geste. Avec son extrémisme idéologique, Yelena a nui à l'éducation des enfants. Est-ce que j'ai voulu la dénoncer? Oui, je me sentais mal pour les enfants. J'avais peur qu'ils n'aient pas une vie de famille normale. Je ne défends pas spécialement l'opération militaire en Ukraine, mais je pars du principe qu'elle existe et que notre gouvernement a planché sur le sujet. Alors, inutile de se casser la tête avec ça. Et encore moins pour une femme. Diriger le pays, ça reste une affaire d'homme. Yelena a de la visite. Avec ses amis des villages voisins, elle prépare des varieniki, des raviolis fourrés aux légumes. La scène est typique de la vie à la campagne en Russie. Chaque participante est mère de plusieurs enfants. La lutte pour les droits des familles nombreuses les a rapprochés. En fait, on est reconnaissante à la pandémie de nous avoir réunis. À l'époque, tout le monde cherchait le pourquoi du comment sur Internet. On cherchait, on allait à la pêche aux vraies infos et on en parlait entre nous. Pour ça, c'était génial, la pandémie. Ça nous a réveillés avec tous les mensonges qu'on entendait. À chacune sa version de la pandémie. Toujours est-il qu'ici, seules les femmes se battent pour la société civile. Yelena est la meneuse du groupe. L'autre jour, le prêtre a essayé de m'expliquer qu'il y avait des guerres justes et des guerres injustes. Je lui ai demandé à quel genre de guerre on avait affaire. Il a répondu que c'était à une guerre juste. Je lui ai dit que j'en avais assez entendu, qu'il devait me pardonner mes péchés et que je n'étais pas venue pour lui, mais pour Dieu. On célèbre la Pâque russe. Des messes ont lieu un peu partout, y compris dans les environs de son village. Mais même en ce jour de fête, Yelena ne va pas prier à l'église. Elle poursuit sa campagne contre les autorités de Toula, la capitale de la région. Quand je m'ennuie, que j'en ai marre de mon travail à la ferme, je fais une petite visite à nos fonctionnaires de l'administration. Ou si quelque chose d'étrange se passe autour de moi, je vais les voir aussi. On peut regarder partout dans le pays, les violations de la loi sont courantes.
C'est ainsi que l'agricultrice Agafonova est devenue une citoyenne en colère, puis une vlogueuse invétérée. Il n'y a pas une seule place de stationnement à côté de l'hôpital local. Il n'y a même pas d'emplacement pour les handicapés. C'est mon arrêt de bus préféré. Dites-moi, vous ne risquez pas d'être mouillé s'il pleut? Pas du tout, c'est abrité. Sortez, je ne veux pas être filmée. Moi, Yelena Agafonova, étiquetée agent étranger, Agent étranger. j'observe que les droits civiques sont violés dans la Fédération de Russie. Pour beaucoup dans la région, Yelena et ses camarades incarnent la résistance populaire tant attendue contre l'inertie des fonctionnaires. Je sais tout ce que je vais leur dire sur le bout des doigts chaque fois que j'y vais. Et pour bien leur montrer que je les respecte, je mets mes belles chaussures. Bon, comme j'habite à la campagne et qu'on n'a pas de route asphaltée, j'emporte la paire dans une boîte en carton. On est prête. On est devant le bureau d'accueil du gouvernement de l'oblast de Toula. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour une question politique. On voudrait juste des explications sur un monument commémoratif. Il n'y a personne du service aujourd'hui. On fait quoi? On laisse une réclamation? Nous vous prions de nous donner la raison pour laquelle notre rendez-vous a été annulé. Il faut leur demander aussi une attestation formelle qui dit que l'employé était malade. Après ce rendez-vous manqué, Yelena et Alla font un tour dans la vieille ville délabrée de Toula et découvrent des violations du droit à chaque coin de rue. Toula est un centre de l'industrie d'armement russe. Ici, les grands immeubles d'habitation destinés aux ouvriers se construisent aussi vite que les vieux bâtiments historiques tombent en ruine. Yelena relève que l'argent qui pourrait être employé à les restaurer est investi dans des projets comme le nouveau parc militaire Patriote. Le patriotisme, c'est une bonne chose. Mais quand on vous l'impose et qu'il vient d'en haut, c'est comme si on vous hurlait dans les oreilles « Sois un bon patriote, soyez tous de bons patriotes !» Même au sein des familles dissidentes, beaucoup croient sincèrement en ce patriotisme. La fille de Sofia est de cela. Depuis Ryazan, sa maman essaie de garder le contact. Salut maman. J'appelle pour voir comment tu vas. Infirmière militaire, Polina participe à la guerre dans le Donbass depuis 3 ans. Je suis actuellement à Nijni Novgorod. Il y a eu un séminaire pour les vétérans des opérations spéciales militaires. On a eu un atelier sur la recherche de corps sur la ligne de front. Pas pour les blessés, mais pour les corps. C'est terrible. Quelle horreur. Allez, je t'embrasse, Polina. Au revoir et à très vite. À bientôt. C'était la plus joyeuse des petites filles, avec ses cheveux roux et ses yeux qui pétillent. Ces souvenirs me semblent si loin. Nos opinions sur la guerre s'opposent. Je n'accepte pas plus la guerre que la violence sous toutes ses formes. Son point de vue est différent et je le respecte. Un être humain reste un être humain, indépendamment des idées qu'il défend. Et à ce titre, on doit le respecter. Moussia me donne entièrement raison. Les différents points de vue sur la guerre divisent aussi la famille de Yelena. Si l'agricultrice a réussi à empêcher l'un de ses 2 fils de s'enrôler dans l'armée, l'autre est parti volontairement à la guerre.
Et le couple désormais séparé a toujours du mal avec l'éducation des benjamines. Monsieur vient voir s'il n'y a pas un autre homme à la maison. Maman, donne-lui sa veste. Eh, bonjour Manastia. Les deux fillettes passent une semaine chez leur mère et la suivante chez leur père. Sacha, tu comptes rester longtemps? Alexander profite de ces brèves rencontres pour convaincre Yelena de revenir. De là à accepter les prises de position de son ex-femme. Sacha, je te le dis tout net devant la caméra, c'est fini pour de bon. Le jour où tu seras considéré aussi comme un agent étranger, peut-être qu'on en reparlera. Mais pour l'instant... On a des opinions trop différentes, c'est ça? J'ai quitté mon mari et je me suis acheté ce fauteuil à la place. Malgré son sens de l'humour, la mère de famille sait bien que les hommes de main du régime peuvent frapper à sa porte à tout moment. Je me dis qu'ils peuvent me mettre en prison n'importe quand. Ça me trotte dans la tête, pas moyen d'y échapper. Mais même derrière les barreaux, la vie continuerait. Dmitri, l'ancien détenu, est en route pour Saint-Pétersbourg. Pour en revenir à l'autocollant de la paix, on a déjà été doublé par 10 voitures et pas une seule ne nous a acheté de bouteilles. Je dirais que c'est bon signe. À Saint-Pétersbourg, Dmitri souhaite participer à la soirée des lettres mensuelles qui soutient les prisonniers politiques avec des messages de solidarité. Dans les grandes villes, ces réunions sont encore tolérées. Elles servent probablement aussi à mieux enregistrer tous ceux qui s'y pressent. Je vous fais peur, bande d'abrutis. Même dans ce contexte, avec des gens qui partagent pourtant ses idées, personne ne se risque à tenir compagnie à Dmitri. Cela fait longtemps qu'il a accepté la situation. Il est là pour tous ceux qui sont beaucoup moins bien lotis que lui. Olga, tiens bon. La vie est belle même quand elle est terrible. Les difficultés, les privations et les souffrances cesseront. Vous retrouverez la liberté et prendrez votre envol. C'est une sensation incroyable, ce sentiment d'avoir retrouvé la liberté. La vie est devant vous. Je vous l'assure en connaissance de cause. Avec mon plus profond respect, Dmitri Skouroukine. Ainsi exprime-t-il sa solidarité à Olga Smirnova. La jeune artiste a été condamnée pour avoir comparé les crimes russes en Ukraine à ceux de l'Allemagne nazie. Elle ne devrait pas revoir sa famille avant 6 ans au moins. Dans ce cimetière de Ryazan reposent de nombreux soldats tombés au combat en Ukraine. Il y a aussi le mari de Sofia, qui a milité jusqu'au bout contre la guerre et pour les droits humains. Je crois que ces événements ont précipité sa mort. Alexander n'a pleuré que très rarement en ma présence. Une fois, lorsque Boris Nemtsov a été assassiné. Une fois, quand Navalny est mort. Et la dernière, quand la guerre a commencé. Il a toujours dit qu'il fallait survivre au poutinisme. Nous avions même une bouteille de cognac que nous voulions ouvrir avec nos amis lorsque le régime tomberait. La bouteille est toujours là, mais lui est parti.